Touc, normalement, c'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre premier épisode de 126, notre émission hebdomadaire, qui nous permettra de faire un petit peu le point sur les matchs qui auront lieu le samedi. Voilà, répondre à vos questions, etc. etc. Voilà, c'est une émission qui est aussi autant la nôtre que la vôtre, c'est-à-dire que vous êtes bien sûr amenés à nous poser des questions, qu'on essaiera de répondre le plus justement possible. Pour cette première édition, nous sommes donc avec Gus. Salut Gus. Salut tout le monde. Et Elio, en direct de Martinique, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ou de Guadeloupe, je ne sais De plus. Guadeloupe cette De fois-ci, Guadeloupe, ouais, de voilà, il faut Guadeloupe. que je me trompe Ah, pas. t'inquiète. Avant de Euh, partir en vol, d'ici 2 heures. N'hésitez pas dans le chat, comme c'est la première pour nous et notamment pour moi avec les logiciels de stream, si le son est un petit peu voilà, mauvais, trop fort pour Helio et Gus, trop fort pour moi, ou etc. etc. N'hésitez pas à nous le dire, puisque c'est vrai que nous on n'a pas forcément de retour, donc n'hésitez pas. Coucou tout le monde, salut Jean, salut Jordi, salut Théo, salut William, salut à tous, merci pour les follow, hein, vous êtes presque 150, plus de 150, je sais plus à nous follow, c'est quand même super cool. Voilà, donc vos... Alors je ne sais pas pourquoi le chat ne s'affiche pas dans le truc, voilà, quoi, c'est les petites... Ah là, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Il me semblait que c'était un petit peu bizarre, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer... de commencer le... C'est tout beau comme ça. Ah là, ça rend bien. Tout sauf toi. Le son est trop fort pour Elio et moi. Ok, et ben je vais bouger un petit peu, pas de souci. Merci pour vos retours, hein, ça c'est hyper important que le retour, votre retour à vous soit de la meilleure qualité possible. Donc voilà. Salut Thomas, salut Toinou. Et ben très content de vous retrouver aussi. La saison commence, donc forcément on est hyper heureux. Alors une week 0 tout à fait sympathique, on va y revenir un petit peu après. Donc le programme de ce premier épisode, de cet épisode presque zéro j'ai envie de dire, c'est qu'on va revenir un peu sur notre top 25 à l'interne de l'équipe The Trick Play. À la même manière qu'un Paul, chacun a voté sur son top 25. On a fait un classement tout simplement, et voilà, on va vous le présenter. Alors le bandeau en bas, en plus du match du soir, auquel on va revenir un petit peu plus tard, vous permet aussi de le découvrir, ce top 25 là. Alors je vous rassure, il n'y a pas de dinguerie sur les premières places. Après, un peu plus tard, c'est autre chose, mais en tout cas sur les premières places, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous avez pu voir dans les autres différents pôles que vous avez pu observer sur internet. Bon, salut à tous. Alors, il y a ce qui nous dit Fier Gaulois, bonjour. Tac. Ah, vous êtes déjà 20, Salut c'est tout le cool. monde. Ouais. Ouais, salut, on vous fait tous des bisous, c'est vraiment cool. On est 20 déjà, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment bien. Alors, on va commencer par le top 25, si ça vous va. Donc voilà, donc on est 7 votants au sein de The Trick Play. Donc, les 3 personnes ici présentes. Guillaume de Florida, Kevin qui a repris, enfin qui est chez Oregon Ducks, Val d'Olmis, et bien sûr Ryan de LSU France. Donc voilà, chacun a voté, a fait son top 25 et on a fait notre petit classement. Numéro 1, et ça va être numéro 1, et ça va en soi, c'est pas vraiment une surprise. C'est bien sûr les champions sortants Alabama, qui a fait quasiment l'unanimité, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a que moi, je crois qu'il y a que moi qui ne les ai pas votés en numéro 1, si je dis pas de conneries. Si quelqu'un a le top 25 sous les yeux. T'as mis Oklahoma en Ouais, 1. j'ai mis Oklahoma en 1, là. Pour les, Ah, pour les, pour les ça t'a fait jinxer. mal ça? Ouais. Pour faire plaisir à Jean. C'est ça. J'ai mis Baylor en 2 pour lui faire encore plus plaisir. Donc Alabama en 1, est-ce que voilà pourquoi Bama premier, tiens Elio. Pourquoi pas ma premier? Parce que c'est toujours pareil. Finalement, on se rend compte que on avait des petites hésitations sur Bama l'année dernière avec l'arrivée de Mac Jones en tant que titulaire, sur qui on n'était pas forcément très haut. On a vu qu'avec un système rodé, ça fonctionnait bien. Alors,
On n'est pas tous fans de Bryce Young, le 5 étoiles quarterback d'Alabama qui va être titulaire cette saison, mais c'est vrai qu'il arrive dans, encore une fois, une machine très rodée. Il arrive avec des mecs qui savent recevoir le ballon, je pense à John Mechie. Il y a eu des départs du côté d'Alabama, mais il y a encore une fois des mecs qui sont super. Et je pense que la machine est tellement bien huilée sous Saban que finalement, ils sont encore préparés pour rouler sur tout le monde. Et on verra ça cette année. Comme Guillaume a l'habitude de dire, on sait que les joueurs qui vont être titulaires cette année à Bama et qui n'étaient pas l'an dernier ont déjà eu beaucoup de temps de jeu. C'est ce que Guillaume nous a fait remarquer lors d'un épisode. Le tight end Billingsley, où bon là il a eu quelques problèmes avec le coach Saban, mais c'est tous des gars qui ont déjà eu beaucoup de reps et tout ça pour dire qu'Alabama en fait ne sera pas dans l'inconnu et c'est pour ça qu'on les met en numéro 1 en fait dans la continuité de leur saison historique. Ouais, peut-être la question qu'on va pouvoir peut-être se poser au niveau de Bama, c'est est-ce que Bill O'Brien va réussir à trouver la bonne équilibre en attaque comme avait trouvé Steve Sarkisian les années précédentes. Voilà, c'est peut-être la question aussi, voir comment il réagit pour revenir en college football. Il avait été offensive coordinator de Penn State, ou même coach principal, j'arrive plus à me souvenir de Penn State il y a une dizaine d'années maintenant. Donc c'est vrai que son passage en NFL n'a pas été hyper concluant, mais à voir maintenant ce que ça va donner en tant que offensive coordinateur. Juste pour clôturer là-dessus, ouais, d'ailleurs, en NFL, quand même, il ne faut pas oublier que Deshaun Watson a eu des grosses performances avec O'Brien. Donc, la défense des Texans, ça a toujours été un problème, mais l'attaque, par contre, ça l'était un peu moins. Et pendant une période, l'attaque des Texans, on sait très bien comment ça se passait avec les Hopkins et compagnie, mais ça jouait plutôt pas mal. Numéro 2, on va du côté de la Caroline du Sud, chez les Clemson Tigers. Là, pareil, on a l'impression que les classements se suivent et se ressemblent. Clemson, voilà, sûr de ses forces, une grosse ligne défensive, des joueurs en attaque hyper excitants, LG Dixon. Justin Ross, s'il est revenu à 100% de ses capacités, parce que c'est vrai que mine de rien, ça, une blessure au dos, c'est jamais anodin, même quand on est jeune. Donc à voir, parce que c'est quand même lui ce qui devrait être l'arme principale, parce qu'on se souvient les bizarres qu'il avait fait à Alabama en finale nationale alors qu'il était true freshman. Voilà, à voir ce que ça va donner, mais et puis avec un quarterback qui fait partie des favoris pour le Heisman, qui nous a montré l'an dernier, malgré 2 matchs en tant que titulaire, qu'il était déjà un très très bon joueur. Et moi, à titre personnel, je le mets favori au Heisman. C'est mon choix de cette année. Vous pouvez même remplir un petit questionnaire sur notre compte Twitter que j'ai partagé aujourd'hui, qui vous permet en fait de faire vos pronostics, les vainqueurs de conférence, les déceptions, les surprises de la saison. Donc je vous invite à aller dessus. oui, n'hésitez pas à nous pronostiquer Oklahoma State vainqueur national, ça me ferait très plaisir. Vainqueur contre Notre-Dame en finale nationale, je pense que c'est après avoir battu Maryland lors des demi-finales. Donc troisième, encore une fois, un des usual suspects, Oklahoma, voilà, la bande à Lincoln Riley, troisième de notre classement. Donc moi personnellement, je les ai mis premiers. Parce qu'ils ont aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont une défense qui sera très bonne cette année, peut-être pas excellente, mais qui sera très bonne. Ils ont des top joueurs sur les lignes défensives, en linebacker, en cornerback. Enfin, moi, je crois vachement, malheureusement, je crois vachement à cette équipe d'Oklahoma. Et je pense que dans un calendrier, ils ont l'avantage aussi de ne pas avoir des très gros matchs, contrairement à Alabama qui va pouvoir peut-être laisser des plumes dans le calendrier sec. Là, personnellement, la Big 12, même si le niveau moyen est assez relevé, à part Iowa State, je pense pas qu'ils vont être trop testés cette année. Donc voilà, Nebraska, ça devrait être une partie de plaisir. Je pense que ça va être un gros carnage en week 2. Donc voilà, donc moi je crois vachement en Oklahoma. Spencer Rattler, voilà, on ne tarie pas d'éloge dessus. Ça devrait être un des meilleurs quarterbacks cette saison au college football, un des favoris pour le Heisman. Lincoln Riley, voilà, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des quarterbacks. Donc, malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais ils seront encore une fois favoris pour la qualification pour le College Football Playoff et peut-être cette année encore plus pour le titre que les années précédentes où l'année où la défense pouvait être un petit peu en difficulté. Mais Alex Grinch, le defensive coordinator, a quand même fait de l'excellent travail
Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et donc, forcément, que la défense augmente en niveau. Alors, l'attaque elle sera peut-être moins explosive que les années Baker Mayfield merde, Kyler Murray, pardon, mais la défense a tellement augmenté Pas que beaucoup personnel, hein. c'est pas le même personnel, effectivement. Numéro 4, les Buckeyes, Ohio State. Voilà, encore une fois, on est vraiment, on prend des risques sur notre top 4, c'est incroyable, quoi. Les Buckeyes, qui veut en dire un petit peu, un petit mot sur la bande à Columbus. Pas mal de retours pour Ohio State. On pense notamment au receveur star Chris Olave qui sera là pour aider CJ Stroud. CJ Stroud qui a gagné sa place de titulaire face à d'autres très bons quarterbacks, donc ça veut dire qu'il a un gros niveau aussi. Encore une fois, une équipe bien huilée qui peut faire mal en attaque avec un coach à vocation offensive, une défense qui est encore très solide. Ils n'ont pas perdu 10 000 joueurs comme ça a pu arriver quelques saisons. Voilà. Ils vont se retrouver dans le carré et puis surtout, ils n'ont pas forcément. Pour moi, en fait, leur point fort, c'est qu'ils n'ont pas forcément encore d'adversaire à leur taille en Big Ten. Et quand tu termines champion de Big Ten, bah, tu as toujours ta place qui est quasi réservée aux playoffs. Après, tu auras l'épine Oregon lors de la week 2, donc on fera la preview dans le 3e épisode de 1-2-6. Mais bon, j'ai quand même du mal à voir les Ducks aller battre Ohio State à Columbus, quoi. Et, avec Anthony Brown en quarterback. Et qu'on soit très clair, je pense pas qu'une défaite contre les Ducks hypothétique leur chance de se qualifier pour le College Football Playoff. Ils auront, à mon avis, le bénéfice du doute. Parce que Big Ten, parce que non un peu plus clinquant, parce que voilà. Donc, après, à voir ce que ça va donner quand même si j'ai Stroud en tant que quarterback. Hein, c'est aussi c'est pas mal d'équipes, mine de rien, sur le Alabama et Ohio State en font partie, ont changé de quarterback avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Donc ça reste quand même voilà, une inquiétude. Après, il y a quand même du talent partout. Quand on a Chris Olave et Wilson en receveur 1 et 2, ça aide quand même grandement à réussir en tant que quarterback. Mais bon, c'est vrai que... Et puis les Baptistes, les receveurs 3 et 4, ils sont titulaires dans toutes les attaques du pays. Hein, Tim Fleming et... c'est incroyable. C'est vrai que le corps de receveurs des Buckeyes est absolument extraordinaire et je pense que peut-être depuis... Enfin, ça ne date pas si longtemps, mais depuis le LSU 2019, voilà, c'est peut-être un des trucs les plus forts qu'on a vu sur un terrain. Allez, numéro 5, là encore une fois, c'est une équipe dont on entend souvent parler pour le grand plaisir de notre Guigui national, les Bulldogs de Georgia, qui cette année ont l'avantage quand même d'avoir un quarterback qui revient, qui a fait et dont tous les insiders pensent qu'il pourrait faire une saison, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai lu et entendu, une saison comparable à celle de Joe Burrow, alors toute proportion gardée, mais en tout cas dans cette capacité à transcender ses équipiers autour de lui. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de nos amis Bulldogs qui auront un week 1 très très relevé, on va dire, pour parler poliment. Alors moi je fais partie des gens qui pensent que Georgia est une équipe qui est favorite pour le titre. C'est pour ça que je les ai mis, je crois, 3e dans mon top 25 à moi. Alors, je vais m'expliquer très rapidement. Un quarterback qui revient, un running back excellent qui revient, Zamir White, une O-line, malgré le départ de Cleveland chez les Ravens, je crois, qui sera tout aussi incroyable, avec Jamari Sawyer. Tu peux rajouter à ça des receveurs, des tight ends, Darren Washington, Harry Gilbert, qui sont incroyables. Ils sont allés chercher sur le portail des transferts un des meilleurs cornerbacks du pays, qui était à Clemson, Darian Kendrick. Tyke Smith, le safety de West Virginia. On sait qu'historiquement, ils font des super D-linemen et des super linebackers. C'est une équipe qui va marcher du tonnerre déjà en défense, leur force, et qui en attaque a un potentiel de fou. Je vois pas quelle équipe en sec est capable de les arrêter. Alors évidemment, il y aura ce premier match au stade des Panthers à Charlotte, contre Clemson, où en fait ça va un petit peu nous donner la température pour cette saison, mais même avec une défaite, je les vois quand même se qualifier. Je les vois même aller gagner le SEC Championship face à une équipe comme Alabama ou Texas A&M. Donc voilà, c'est toutes les raisons qui me font croire que Georgia est une équipe favorite pour le titre.
Après, je vais un peu tempérer, il y a eu quand même 2 grosses blessures là, enfin en tout cas ils nous ont annoncé 2 grosses blessures a priori pour la Week 1 en personne de Taki Smith et de Darnell Washington hein, qui font partie des pièces maîtresses aussi bien en attaque qu'en défense. Plus la saga Eric Gilbert, on sait pas trop ce qu'il en est, est-ce que ce mec va... On en avait discuté je sais plus quand, moi je suis persuadé qu'il n'ait jamais joué un down en college football, donc on verra ce que ça donne. Voilà, il y a quand même quelques nuages sur le beau soleil de Géorgie, à voir si ces nuages se transforment en pluie ou si s'estompent assez rapidement. Numéro 6, qui on a numéro 6 Qui on a en numéro 6 On est sponsorisé par la SEC, les Aggies de Texas A&M. Alors, que dire sur nos amis Aggies? Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot sur College Station? Plus j'y pense, vas-y Gus. Non, c'est juste par rapport. En fait, ils retournent de très très bons joueurs parce qu'il y a leur superbe classe de recrues 2019 et 2020 qui commence à arriver à maturité, notamment avec le safety Smith. Puis t'as une très bonne D-line des Marvin Lille. Je me ferai un peu plus de soucis sur la O-line malgré Kenyon Green. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et puis il faut se rappeler qu'ils ont un nouveau quarterback avec Haynes King qui vient quand même remplacer 4 ans de Kellen Mond. 4 ans college football en tant que titulaire, c'est pas rien du tout. C'est une page à tourner. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Texas A&M fait partie de ces équipes hyper talentueuses qui tous les ans peuvent prétendre en fait à une place dans le top 10. Mais maintenant, on est au stade où on a besoin de confirmation parce que c'est un peu l'inconnu quoi. Tout à fait, c'est vrai que Je suis d'accord. Texas A&M l'année dernière, on se souvient, ils avaient eu une seule défaite contre Alabama, alors une grosse défaite, mais une seule défaite quand même, donc c'est vrai que ça fait partie des équipes dont on attend qu'ils passent un palier supplémentaire. Malheureusement, c'est la SEC West, et malheureusement, c'est probablement la division la plus relevée du college football. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même toutes les armes, ils ont un des meilleurs running backs du pays, un des meilleurs guards du pays, un des meilleurs tackles du pays, enfin... Quand on fait l'addition des talents, ils sont quand même pas loin de Bama, ils sont quand même pas loin de Clemson. Enfin, sur le papier, c'est une des meilleures équipes du college football. Maintenant, il faut que ça gagne. Malheureusement, voilà, c'est toujours pareil. Nouveau quarterback avec peu d'expérience, voilà, même c'est la même. J'ai l'impression de répéter la même chose que pour Alabama par exemple ou pour Ohio State, mais c'est vrai que vous connaissez maintenant l'importance d'avoir un quarterback qui fait gagner une équipe. C'était pas forcément le cas il y a 15-20 ans. Maintenant, on sait que la victoire passera par un quarterback de haut niveau. Donc voilà, il faut à tout prix que ce soit le cas chez les Aggies. Numéro 7, Gus, parle à toi, puisque c'est le Fighting Irish, ou les Fighting Irish, je sais jamais ce qu'on doit dire, de Notre-Dame. Ouais. Alors, South Bend, c'est une bonne saison ou pas? On va passer sur des équipes un peu plus intéressantes, mais je suis surpris de voir Notre-Dame un peu plus haut du fait qu'on a perdu beaucoup de joueurs, dont Ian Book, le quarterback au plus grand nombre de victoires à South Bend. Il reste quand même des certitudes, Karen Williams, Michael Mayer, t'as quand même un coaching XXL, enfin 5 étoiles avec Brian Kelly et Marcus Freeman qui arrive de Cincinnati, qui était un des coachs les plus prisés du pays. Donc de ce côté-là, je pense qu'on s'assure un plafond assez haut. Maintenant, à savoir si on va perdre des matchs, si on va perdre les matchs face à North Carolina ou Cincinnati par exemple. Mais Notre-Dame aussi rentre un petit peu dans une saison avec un peu d'inconnu, mais il y a quand même un jeu qui est assez stéréotypé, qui fait qu'on peut s'affranchir un petit peu du talent du quarterback lorsqu'on n'en a pas forcément un qui est excellent. Et là, je parle de Jack Cohn, le transfert de Wisconsin. Tout à fait. J'aime bien ce transfert. Ah bah, c'est un mec précis, il fera pas de trucs incroyables, mais lui il lancera pas d'interception, il fera une saison à 70% de passes complétées, c'est tout ce que je demande. C'est un bon remplaçant pour un système qui a été fait et créé avec Ian Book. Ouais. Je trouve que si ces soucis de blessure sont bien résorbés, ça peut être quelqu'un de très solide pour le poste et j'aime bien ça du côté de notre. Je voulais juste préciser pour le chat, moi personnellement je suis en mode rudimentaire là le thème, je vois pas du tout le chat. Si jamais, voilà, c'est comme ça, vous le savez. Non, mais on a nos chers amis, on a Zappa qui est là, on a le Homera, enfin voilà, tout le monde est là, on vous fait tous des gros bisous, c'est vraiment très, très gentil d'être là, je fais un coucou à Tesson Yoshi. Voilà, c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à nous contredire si on dit des bêtises, pas que toi est là, enfin bref, c'est vraiment cool de vous voir aussi nombreux pour une première, j'espère que ça vous plaît, nous en tout cas on prend pas mal de plaisir à le faire.
En parlant de plaisir, il y en a quelques-uns dans l'équipe qui se sont fait bien plaisir avec le classement un peu trop, ouais. d'une certaine équipe, puisque à la 8e place de notre classement The Triplé, donc là vous pouvez nous insulter, vous inquiétez pas, enfin on fera passer aux personnes concernées. Les Gators de Florida, personnellement je les vois largement plus bas que ça, mais en tout cas ça reste une équipe qui a quand même aussi du talent sur le terrain, mais de la même façon... Incroyable. Dan Mullen, un des meilleurs coachs offensifs effectivement du pays, mais pareil, il va falloir quand même remplacer du monde, notamment au poste de quarterback et au poste de tight end. Et intrinsèquement, il y a peut-être un petit peu moins de talent que dans peut-être d'autres facs de la SEC, mais ça reste une équipe hyper compétitive. Elio, Gus, un petit mot sur les Gators, l'équipe la plus surévaluée de notre top 25 probablement. Difficile de passer, je trouve. C'est quand même difficile de passer d'un système avec un Franks et un Kyle Trask qui lance beaucoup, qui sont plus des positionnels QB, enfin des mecs qui bougent pas, quoi, tu vois. Un Emory Jones qui est un peu tout l'inverse, qui est pas forcément le plus précis à la passe, qui est beaucoup plus athlète, on va dire. Je sais pas, moi, Ed Jones m'a jamais hypé sur les snaps qu'il a eu, tout ça, ce que j'ai vu de lui. On est plusieurs dans le podcast à avoir cet avis d'ailleurs. Pas que nous. Hein? Mais, moi par exemple, je les ai mis 18e dans mon classement Florida. Non, mais en fait, c'est ça, ils ont du talent, mais est-ce que le talent là va suffire face aux autres équipes de leur div? C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus. Gus, on en parlait en off, mais genre C'était quel match? Il y avait un match décisif Florida-Georgia, il me semble. Non. LSU? Oui. C'est LSU ou ils se Non, pas LSU. Non, mais bref, Florida, c'est pareil. À un moment, ils vont se manger une clim face à je ne sais plus quelle équipe. J'ai pas le calendrier sous les yeux, je suis désolé. Mais là, ça a été classé haut parce qu'on a des gens qui l'ont classé haut dans le podcast. Mais en réalité, il y a du talent. Mais je pense pas que là, avec le départ de Trask et tout, ça va se renouveler aussi vite pour être aussi bon que la dernière saison. Par contre, je pense que dans 2 ans, attention. Oui, ouais, tout à fait, parce qu'ils ont ils avaient des très bons freshmen l'année dernière. Le temps qu'ils se mettent à se former sur le terrain cette année, par exemple, l'année prochaine, pourquoi pas? Alors, à la 11e place, à la 9e place, on a 2 équipes, Oregon et North Carolina, qui sont arrivés avec le même nombre de points. On commence peut-être par, on va commencer par les Ducks, qui ont fini fort la saison l'année dernière. Ils gagnent la Pac-12 un peu de façon un peu à l'arrache, puisque théoriquement ils n'auraient même pas dû jouer le titre. Ils se retrouvent au Rose Bowl, bon, tant mieux pour eux. Pareil, encore une fois, pas mal de départs. On pense notamment au quarterback Taylor Shaw qui est parti du côté de Texas Tech. Ils viennent d'annoncer leur quarterback titulaire. J'ai perdu le nom d'ailleurs. Si l'un Anthony Brown. Merci. On l'a dit tout à l'heure. En plus, je suis un petit peu bête. Donc voilà. Donc pareil, une grosse attaque. Enfin, un gros coordinateur offensif, Joe Morehead. Cristobal plutôt un coach défensif, voilà, peut-être le bon mix des deux entre un offensive coordinateur très agressif et un coach un peu plus défensif. Pareil, il y a du talent sur le papier, Thibodeau qui est probablement le joueur défensif le plus fort de tout le college football. Il y a du talent en attaque aussi. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher le titre en Pac-12? J'en sais rien. Est-ce que ça va suffire pour aller choper une place en college football? Je sais pas. Est-ce que ça va suffire pour aller gagner à Columbus? Je ne sais pas sûr, mais en tout cas, ils vont essayer. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces Ducks, vous? Ils ont perdu beaucoup de DB. Ils ont perdu toujours du. En fait, c'est simple. Oregon, ça aurait été une super équipe pendant la période du Covid. Si tout le monde avait été là, s'il n'y avait pas eu le Covid, tout ça, c'était peut-être the moment. Alors après, il n'y avait plus de Justin Herbert, bien sûr. C'était chaud, mais c'était peut-être le moment. Ils perdent leur défensif coordinateur, surtout. Ouais, aussi, oui, qui est parti pour coacher Boise State. Donc, je pense que là. Je suis pas fan. Anthony Brown, c'est pareil, les snaps qu'ils prenaient l'année dernière, c'était quand ils étaient. C'était du read option, c'était pas. Je sais pas, pareil, encore une fois, tu passes d'un système qui est adapté à des quarterbacks qui lancent, qui sont pas forcément ceux qui courent le plus, tout ça, à des quarterbacks qui, tout au contraire, savent pas trop lancer et courent beaucoup. Enfin, j'ai un peu du mal et c'est pas dans la culture offensive d'Oregon, j'ai l'impression. Donc, je sais pas. Et puis la perte de tous les DB, ça me fait un petit peu peur. Alors peut-être que ça sera pas en Pac-12 qu'ils auront plus de soucis, mais si jamais ça doit passer un niveau dessus, et notamment le match face à Ohio State,
Je sais pas comment ils vont garder Garrett Wilson, Fleming, Olave, tout ça, quoi. Voilà. Ça marche. 9e aussi, donc l'université de North Carolina. Alors là, par contre, c'est un peu tout le contraire parce que là, pour le coup, on sait que le quarterback risque de lancer bien et de lancer fort. Samuel, pareil, un des favoris pour le trophée Heisman. Le prototype du quarterback moderne par excellence, un gros bras capable de se bouger quand il a besoin de se bouger. Pareil, beaucoup de pertes. On a fait la preview de l'SEC il n'y a pas très longtemps. Les deux running backs sont partis, mais l'OL est toujours là. Gus, qu'est-ce que ton avis sur North Carolina, toi? Je pense que c'est une équipe qui est un petit peu surcotée cette année. Alors, surcotée dans le sens, enfin, j'ai expliqué un peu la SEC, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Après, tu as une défense qui est maintenant en maturité parce que, comme j'ai dit pour Texas A&M, les classes de recrues incroyables de Mac Brown arrivent à maturité. Donc là, c'est le point positif, la défense. Après, est-ce que tu vas réussir à remplacer ce duo de running back qui était incroyable, Michael Carter et Davante Williams, plus les receveurs de Amy Brown et Des Newsom? Certes, ça pour les running backs, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'il y a Ty Chandler, mais les receveurs, j'ai un peu de mal à voir comment ça va se passer. Mais bon, Samuel fait partie de ces quarterbacks qui ont tellement de talent. Il faudrait en fait une menace bien loin là pour qu'il puisse balancer ses bombes et après on verra ce que ça donne. Mais je demande à voir pour UNC, je demande vraiment à voir. Effectivement, en plus, ils finiront leur saison par le Wolfpack de North Carolina State. Un petit coucou à Mojo, le supporter numéro 1 des Wolfpack en France. Donc voilà pour la 9e place. 11e place, et je les ai mis personnellement beaucoup plus haut, les Cyclones d'Iowa State qui, eux, reviennent quasiment à 100%. C'est un peu l'année marche ou crève, j'ai envie de dire. Si ça fonctionne, ça peut aller très loin. Si ça fonctionne pas, ça risque de jamais fonctionner du côté de Dames. Parce que voilà, ils sont, je crois, 20 titulaires reviennent sur les 22 ou pas loin, ou 21, je crois, dans mes souvenirs. Un petit mot sur les Cyclones, Gus, Elio, comme vous voulez. Ouais, si je peux commencer, je trouve que c'est une équipe qui est un peu trop basse. 10, je trouve ça. Franchement, c'est pas très gentil. Parce que c'est une équipe qui retourne en fait. Pas fan de steak dans le trick player. Un super quarterback, une star running back qui est certainement le meilleur running back du college football. Je parle d'un point de vue pas forcément draft stock, mais le college football, quoi. Il fait partie des favoris pour l'Iceman. Ils ont des super receveurs. Un linebacker, Mike Rose, qui est un des meilleurs défenseurs de Big 12. Une line qui revient. Charlie Collard et son remplaçant, dont j'oublie toujours le nom. Greg Ellisworth en safety. Non, c'est une superbe équipe. Ils sont coachés par un des meilleurs coachs du pays, Matt Campbell. Pour moi, ça peut vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'ils seront 2e de la SEC. Ils pourront même aller titiller Oklahoma, même en finale de la Big 12 Championship. Maintenant, il faut voir s'ils vont réussir justement à passer ce step, à savoir gagner le match important, ce fameux Big 12 Championship, pour aller en playoff. Et c'est clairement une équipe contender pour aller en playoff. L'année dernière, ils se loupent de peu, ils battent Oklahoma en saison régulière. Moi, il y a deux choses qui vont être importantes. La bonne santé de Brees Hall, le running back, parce que c'est clairement lui qui va être la pièce maîtresse, et Brock Purdy. Parce que Brock Purdy, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il régresse un peu. On attend beaucoup de lui, et finalement, il... Pareil, c'est les mecs qui ont été très forts très tôt et qui progressent pas assez que ce qu'on attend, mais c'est reste un super joueur. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à ce qu'il a montré vraiment au départ, on peut se dire mais il n'est pas aussi fort qu'il devrait. Mais ça, la progression elle n'est pas linéaire et c'est aussi ça le plaisir du sport de manière générale. Après voilà, il y a un match hyper important pour Iowa State, en dehors du calendrier de la Big 12, c'est le match contre Iowa pour le El Asico ou le Say Game, je sais pas comment vous préférez le dire, mais ce match-là, les Hawkeyes les ont battus 5 fois de suite. Ça serait quand même bien pour les Cyclones de remporter ce match-là, sachant que une défaite ferait mourir genre pour le coup. Ça voudrait dire qu'on a peut-être vu les Cyclones un peu haut. Personnellement, je pense que les Cyclones tireront leur épingle du jeu, mais c'est vrai que ce match-là en week 2 sera déjà presque décisif pour la saison d'Iowa State.
Allez, à la 12e place, la première équipe du groupe of 5, les Bearcats de Cincinnati. Comme disait Rezapa, c'est presque la meilleure équipe de Cincinnati. Candidat au College Football Playoff ou pas? Surtout s'ils ont cette victoire signature face à Notre-Dame, Oui, s'il y a la victoire à Notre-Dame, pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, et encore une fois, on veut les playoffs, c'est le même débat que l'année dernière, mais ils n'ont pas le droit de rêver. Voilà. Après, ils partent de moins loin aussi. Hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais le comité, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est une équipe, oui, qui, dans un monde idéal, pour être playoff contender, et avoir encore aussi une fois Desmond Ridder, parce qu'il a beaucoup d'attentes cette année, il en avait moins l'année dernière. S'il sait gérer cette pression et s'il sait refaire le même boulot que l'année dernière. Voilà. Mais c'est vrai que le match à Notre-Dame sera décisif. Ouais. Il y a aussi un match contre Indiana qui est hyper important, mine de rien, parce qu'Indiana est assez attendu. Donc voilà, ça peut. C'est la première fois qu'une équipe. Alors c'est pas la première fois, parce qu'il y avait Houston il y a quelques années, on se souvient, qui était très hypé. Je crois que c'était la dernière année où Tom Herman était head coach. Ils ont tapé Florida State, si je dis pas de conneries, en week 1. Et bref, il y a eu une grosse hype et finalement ils se sont cassé la gueule. Ils ont battu Louisville aussi. Ils se cassent la gueule dans le calendrier de la conférence. Donc voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils partent aussi haut. Mais alors, ils partent aussi haut dans l'AP Pole, pas forcément dans le pôle du comité. Donc voilà, il faut faire attention parce que c'est quand même cet AP Pole est important, mais finalement a quasiment aucune valeur par rapport à ce que va dire le comité à la fin de la saison. Mais effectivement, c'est la première fois qu'une équipe du Group of 5 arrive avec autant de hype et en étant classée aussi haut à la PayPal. Mais c'est vrai, voilà, mais les attentes ne sont pas les mêmes, la pression ne va pas être la même, donc à voir Luke Fickell, comment il coach tout ça, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de la très bonne saison, mais l'année dernière, il a une espèce de brain fart un peu dégueulasse contre Georgia qui coûte quand même, je pense, le match contre le Sugar Bowl. Non, c'était je sais plus quel bowl ils ont joué. Sugar Bowl. Le Sugar Bowl contre eux. À Atlanta, ouais. Donc c'est Pitch Bowl alors. Si c'est Atlanta, c'est Pitch Bowl. Pitch Bowl. Donc voilà. Oh putain, on a eu un Go Blue dans le chat, c'est incroyable. Un fan de Michigan, un fan de Michigan, je suis avec toi. Un petit coucou, c'est vrai que ça va être une année peut-être un petit peu compliquée du côté de Ann Arbor. 13e place, USC, deuxième équipe de la Pac-12. Clay Helton, peut-être la dernière année. Du talent, Caden Slovis au poste de quarterback. Drake London au poste de receveur. Corey Foreman, le freshman le plus haut classé du pays au poste de defensive end. Vous y croyez-vous à USC ou ça va être compliqué? Gus, t'es pas convaincu? Moi, je les ai quand même mis comme favori parce que la Pac-12, je trouve ça faible par rapport à USC, mais mis à part ça, non, je ne vois pas faire quelque chose parce que le problème, comme tu l'as dit, c'est Clay Helton. Il a été sauvé par le Covid, puis il a été sauvé par... merde. Si, là, il a été sauvé par le Covid cette année, qu'est-ce que je dis? C'est le Covid qui l'a sauvé. S'il a son poste, c'est parce qu'il a le Covid, et s'il n'a pas été viré de la deuxième année, c'est parce que le buyout coûtait trop cher. Elio, tu vas rajouter quelque chose sur USC? USC sont mes favoris en Pac-12. Après, oui, comme l'a dit Augustin, c'est parce que la conf est quand même plutôt faible. C'est quand même une belle équipe. Moi, j'aime bien. Ils iront en bowl. Ils gagneront peut-être en bowl. Voilà, ça. Et un bowl plutôt sympa, vous m'entendez. Mais non, après, pour des playoff contenders, non. Ils sont à leur place, je trouve, dans ce classement. Ils pourraient être légèrement plus haut, légèrement plus bas aussi. Ils sont à leur place. Il y a du talent, mais peut-être pas assez pour aller jusqu'au bout. Puis voilà, toujours pareil, le calendrier avec mine de rien Notre-Dame, je crois que c'est en octobre, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc voilà, on sait jamais trop quel pied danser avec USC. On a l'impression que si on les met trop, ils vont se casser la gueule. Si on les met trop bas, ils vont faire une super saison. Donc voilà, donc encore un des gros noms du college football, mais qui a encore plein d'incertitudes cette année. Je me suis perdu dans mon top. On arrive à la 14e place. Dans le genre d'équipe qui s'est perdu en cours de route. LSU, numéro 14. Champion en titre 2019. Année catastrophique en 2020. Alors, LSU, cette année, ça va le faire ou ça va pas le faire? Ils perdent Miles Brennan qui était censé être le titulaire, qui se blesse une nouvelle fois. Donc ça, c'est un coup dur. Parce que Brennan, c'est vrai que quand il avait un petit peu suppléé Burrow, il montrait des belles choses, j'aimais bien.
Ils vont faire jouer, je pense, maintenant le sophomore ou freshman, on ne sait pas, avec l'éligibilité gratuite, mais Max Johnson, qui est quand même pour moi un fort potentiel. Ils ont Keishon Boutte, le super receveur. Ils ont Derek Stingley qui est toujours là au poste de cornerback et qui va vraiment avoir à prouver s'il veut être le top cornerback de la prochaine draft. Ils ont quand même une belle équipe. Alors, est-ce que Orgeron, les limites sont pas là? Voilà, toujours un petit doute sur Ed. Mais ils ont quand même une équipe qui fait que la 14e place, pour moi, c'est pas trop mal. J'aime bien. Et je pense qu'LSU peuvent quand même surprendre cette année un petit peu plus que ce qu'on attend. Voilà. J'aime bien LSU à la 14e. Ok, sachant que voilà, le climat autour du programme n'est pas très très serein non plus, hein. On sait que Ed Orgeron, coach O, a quelques casseroles aux fesses, à voir si les casseroles restent et si des sanctions sont prises au niveau de la fac. Après voilà, on sait que la fac de LSU n'est pas spécialiste de sanctionner correctement ces head coachs qui font n'importe quoi. Un petit bisou à Will Wade au basket. On va s'arrêter là pour la présentation de notre top 25. Il défile en dessous. Voilà, je peux passer rapidement. Donc LSU 14, Miami 15, Wisconsin 16, Indiana 17, Iowa 18, Coastal Carolina 19. Voilà, on est très hypé par Coastal Carolina dans l'équipe. Ole Miss et Washington à la 20e place, Arizona State 22e, Texas 23e, Oklahoma State 24e et Louisiana 25e. On en discutera, mais ce match Texas-Louisiana de la semaine 1, moi je l'attends avec impatience, je pense que ça va être complètement fou. Mais on n'est pas encore en semaine 1, on est en semaine 0. On va parler un petit peu des 5 matchs. Alors, on va quand même mettre l'accent sur les 2 plus gros matchs, parce qu'il y a 2 matchs vraiment plus intéressants. Le reste, je dirais pas que c'est anecdotique, mais c'est un niveau un peu plus faible. En tout cas, il y a un match qui est déjà très excitant. Il a lieu à 19h sur la Fox. C'est un match qui aurait dû avoir lieu à Dublin, mais qui a été déplacé. Le Aer Lingus Classic Game, pardon. Tout à fait, à la Viva Stadium de Dublin. Ce match a finalement lieu à Champaign. Donc on passe de la Guinness au Champagne. Je parle bien sûr du déplacement de Nebraska à Illinois. Un déplacement qui sent déjà la poudre, et notamment de la poudre du côté de Nebraska. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, les gars? Déjà, c'est un match hyper intéressant à bien des égards. Le premier, c'est que ça sera le premier match en fait sous le feu des projecteurs du fait que c'est le tout premier match de la saison et le tout premier match où il y aura 100%, où il y aura un public, où le stade sera rempli à 100%. Et ça, on l'attendait vraiment avec l'année Covid qu'on vient d'avoir. Donc voilà, tout le monde va regarder ce match aux États-Unis, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que ce sera aussi le premier match de Brett Bielema à la tête d'Illinois, les Fighting Illini. Il était coach de Wisconsin, il me semble, il y a quelques années. Puis après, il avait fait un petit détour en NFL. Bon, je sais pas quel était son poste exact, enfin, je m'en souviens plus. Il avait fait aussi à Arkansas. Il avait fait, en fait, il a une très grosse carrière à Wisconsin. Il avait quand même il avait fait partir en Wisconsin 3 fois de suite au Rose Bowl, ce qui en soit déjà une sacrée performance. Et après, il était parti sur les sirènes de la SEC à Arkansas. Ça s'était quand même moins bien passé. Il a fini par être viré, remplacé par Chad Morris. Et effectivement, il a passé chez les Giants, je crois qu'il était avant de revenir chez Giants, il a fait des Patriots aussi, donc il coach D-line, tout ça chez les Patriots. Ouais, vous savez, c'est les fameux Toujours les fameux jobs où ils n'ont pas grand chose à faire, où ils signent tous quand ils sont fait virer, là, les defensive analystes ou je ne sais quoi. C'est ça. Non, mais toujours intéressant en même temps de collaborer avec Belichick quelque part. Voilà, je pense que tu apprends toujours. Donc pourquoi pas. Et puis du côté de Nebraska, Scott Frost, il a déjà chaud aux fesses. Hein. Scott Frost, ancien quarterback légendaire des Cornhuskers de Nebraska, qui est revenu il y a 3 ans maintenant. Mais bon, quoi, il n'a jamais réussi à redorer le blason de ce programme historique. Nebraska, un des plus grands programmes de l'histoire du college football. Il est sous pression, en plus il a des affaires, il y a la NCAA qui mène des investigations pour des histoires de violations des multiples règles NCAA. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas si important que ça. Et voilà, ce premier match, il a intérêt à le gagner parce que même si Nebraska part avec un spread donc à -7, ils sont favoris et le match-up prédicteur d'ESPN les met à 65% gagnants, et ben Illinois, certes, Illinois était on va dire, dans les fonds
de la Big Ten West ces dernières années, mais ça reste une équipe qui peut faire des choses, qui peut monter. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et je pense que le match va être plus serré qu'on ne le pense. On va se retrouver avec un duel de quarterbacks qui n'ont rien à perdre. Parce que Brandon Peters, le quarterback d'Illinois, c'est une ancienne grosse recrue de Michigan. Il a transféré à Illinois. Il n'avait pas eu l'occasion de montrer grand-chose. Après, encore une fois, c'est pareil. Son coach a été viré derrière, donc c'est qu'il y avait un mauvais coaching. Il n'avait peut-être pas tous les atouts autour de lui au niveau des joueurs pour bien réussir à Illinois. Mais du coup, il a beaucoup à prouver et à donner. Et en face, c'est Adrian Martinez. Adrian Martinez, c'est pareil. On en parlait comme quoi ça pouvait devenir un très bon quarterback de college football, tout ça au début. Ça n'a pas du tout été le cas. Et là, c'est l'année... C'est l'année ou jamais, quoi. Donc les deux, peut-être d'entrée, vont livrer, en tout cas, vont tenter de livrer un gros match. Et à voir, ça risque de balancer pas mal de patates, je pense. On se croit, Baptiste, avant le petit trailer. Tout à fait, je vais vous lancer une petite vidéo de Nebraska pour vous hyper et on revient dans quelques instants. This is the route that gets this season on track. Win at Illinois. Can just get over these little things and get over this hump. That's not an excuse. It's finally time to realize the opportunity and just start playing some good football. Donc c'était le trailer Nebraska pour ce match-là. Donc on a aperçu. Alors il y avait le son ou pas les gars parce que c'est vrai que nous on fait ça nous sert un peu de test. Ouais, il y avait le son, je suis allé Ok, voir, ouais. parfait. Donc on a vu le fameux Cam Taylor-Britt dans le trailer qui est probablement le joueur le plus excitant de cette équipe de Nebraska en défense. Un cornerback, un gros cogneur comme on aime du côté de The Trick Play. Ryan qui nous écoute et qui nous regarde, voilà, c'est spécial dédicace. C'est vrai que c'est un match qui est quand même sympa. Brandon Peters, voilà, c'est un joueur qui en soi, il fera pas des mondes et merveilles, mais c'est un quarterback qui est tout à fait capable de coups d'éclat. Et là, ça peut en être un. Mine de rien, Illinois est une équipe qui est très très expérimentée. Il y a, je crois, une quinzaine de mecs qui étaient titulaires l'année dernière qui reviennent. Je crois qu'il y a 7 super seniors. Enfin, c'est des mecs qui ont de la bouteille derrière eux, avec un coach qui a de la bouteille aussi, qui sait gagner des matchs en Big 10, pardon. C'est ça qu'il faut noter, Bat, si je peux t'interrompre, Bien c'est sûr. que Illinois, c'est pas une équipe flashy. Donc certes, ils ont amené sur le portail des transferts des bons joueurs, mais c'est une équipe rugueuse, un peu à Big Ten à l'ancienne, un Midwest des États-Unis, avec le linebacker Jack Hansen. C'est des gens qui tapent. Ça fait le sale boulot, ça rechigne jamais à faire le sale boulot. Donc c'est peut-être un peu plus excitant de suivre les skill players côté Nebraska, du simple fait qu'ils recrutent mieux. Mais Illinois, ça peut être une équipe très intéressante à regarder de ce point de vue-là, une équipe un peu plus traditionnelle, mais je pense qu'on va s'attendre à on va Des avoir un mecs gros qui n'ont match. rien à perdre. Des mecs qui n'ont rien à perdre et qui ont quand même un niveau pour jouer en Big Ten. Voilà. Ouais. Et une petite dédicace, j'ai vu que Chase Hayden, c'était un running back qui était à Arkansas quand Brett Bielema y était, qui joue maintenant avec les Fighting Illinois. Voilà, c'est un joueur que j'aimais bien en sortie de high school, donc il s'est un petit peu perdu. Voilà, la marche était parfois un peu haute entre le high school et le college football, ça a été le cas pour Chase Hayden, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit très bon ce soir, ça me ferait plaisir. Donc, on a dit Nebraska est favori de 7 points. Voilà. Mais moi, je serais presque partant pour une victoire d'Illinois. Les gars, votre prono sur le match. J'espère aussi. Mais moi, je pars sur une victoire de Nebraska de moins de 7 points. Pareil, Nebraska, moins de 7. Pareil. Ça marche. Et les gars, on va commencer à parler des prochains matchs. Je vais vous créer un petit sondage dans les commentaires et vous allez me dire, vous voyez qui gagnant? Parfait. Florida n'est pas une réponse, hein. Florida numéro 1. Deuxième match de la journée.
C'est une affiche un petit peu moins intéressante qui aura lieu sur CBS Sport Network, c'est-à-dire les chaînes un petit peu alternatives de CBS. C'est le déplacement de UConn, équipe indépendante, chez Fresno State à 20h. Voilà, c'est une affiche dont on n'a pas beaucoup de certitude parce que UConn n'a pas joué en 2020. Voilà, et bon, Fresno State est largement donné gagnant. Voilà, si vous avez un deuxième écran, mettez-vous le match en fond en plus de Nebraska-Illinois. Les gars, un petit mot sur ce match où on passe au suivant. UConn n'a pas joué l'an dernier. Mais et Fresno State, c'est toujours intéressant parce que pour ceux qui ne le savent pas, Derek Carr vient de là-bas, Davante Adams vient de Fresno State. Il y a toujours un ou deux petits joueurs qui sortent et qui deviennent intéressants en NFL. Donc c'est aussi des matchs qui se regardent pour bien sûr, on ne peut pas voir ça à travers la NFL, mais c'est toujours des matchs aussi qui peuvent se regarder parce qu'on peut découvrir des mecs intéressants. Voilà. UConn, oui, donc c'est compliqué. Voilà. Ouais, c'est plus facile en basketball féminin. Deuxième très grosse affiche de la soirée. Celui-là, il va être sympa parce que c'est Rose Bowl, parce que c'est le déplacement d'Hawaï à UCLA. Et avant qu'on en parle, une petite vidéo, encore une fois. À tout de suite. Bienvenue à la maison, nous dit donc UCLA, content de retrouver son Rose Bowl avec du monde, mine de rien. À Pasadena, il fera 30 degrés ce soir, donc avec un ciel bleu, et il y a peut-être, il n'y aura pas de coucher de soleil, mais si, il y a un coucher de soleil à la fin du match. Et ça, rien que pour ça, il faut regarder le match. Hein. Les couchers de soleil sur le Rose Bowl, c'est mythique. Et dire ça fait genre en fait que j'en ai rien à foutre du match. Alors que non, pas du tout, mais ça fait partie de l'ambiance, c'était l'atmosphère. L'essence du truc. Un petit mot sur le match. Alors, c'est vrai que UCLA est donné largement gagnant. Je crois qu'il y a un spread aux alentours de 20 points, si je dis pas de bêtises. Ça va être un match assez intéressant aussi pour le côté un peu émotionnel. Hawaii a perdu. Cole Brennan ne jouait plus, mais Cole Brennan est décédé à l'intersaison. C'est un des joueurs qui a été peut-être le joueur le plus important de l'histoire de l'université d'Hawaï. Les joueurs lui rendront honneur avec un patch, je crois, sur le casque, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il y a un petit côté émotionnel pour les Rainbow Warriors. Côté UCLA, il y a quand même pas mal de choses à voir parce que c'est une équipe qui pourrait être très intéressante à voir cette année. On fait un petit bisou à Victor Rouillet de TDA. On sait que c'est son équipe favorite. Je pense qu'il sera devant le match tout à l'heure à partir de 21h30 sur ESPN. J'en profite. Très bonne question de Mohamed77. Ce match-là, il est visible de façon tout à fait légale en France. Il suffit de souscrire à l'ESPN Player qui coûte 12 € par mois ou 70 € à l'année, et donc vous avez accès à tous les matchs qui ont lieu sur le réseau ESPN, c'est-à-dire ABC, ESPN, ESPN2, ESPN New, ESPN3, ESPN va au ski, etc. En fait, on a accès à la SEC, l'ACC, mais on n'a pas accès à la Big 12, la Big 10 et le meilleur match de la SEC toutes les semaines, si je dis pas de bêtises. Sur CBS, c'est ça. On fera peut-être un de ces quatre, un petit récap de comment on regarde le college football en France. On en avait discuté, mais il faut que je mette je crois qu'on avait discuté sur une émission, si je dis pas de conneries, mais il faut que je mette mes connaissances à jour parce que c'est vrai que moi l'année dernière je passais par YouTube TV avec un VPN. Je crois que cette année c'est plus possible. Bref, on fera un petit peu le point là-dessus. On reviendra vers vous pour vous donner les vraies infos, mais en tout cas ce match-là, ce qui est sûr, c'est que ce match il est
possible de le regarder en France de façon légale. Il y a une application sur si vous avez une Google TV ou un Chromecast, enfin bref, vous vous débrouillez, vous pouvez toujours caster tout ça. Mais voilà, ce match-là, légalement en France, dispo. Mais il faut payer l'ESPN Player, sachant que l'ESPN Player, c'est pas simplement du college football, c'est tous les sports universitaires. Et aussi du high school football. Et ça joue à partir de 18h ce soir. D'ailleurs, on en discutera très très rapidement avant de partir si vous n'avez rien à faire à 18h. La Sainte Frances Academy qui joue contre Saint Thomas Aquinas, t'as la Pace Academy en Géorgie qui joue. Non, c'est des matchs sympas pour ceux qui aiment le foot. Et Française, Maryland. Il y a Materday tout à l'heure ou cette nuit qui a battu Duncanville, un match Californie-Texas, 45-3. C'est deux powerhouse. Ouais, c'est ça. Sachant que Duncanville, c'est une des très grosses powerhouse du lycée, du collège, du high school, football au Texas. Donc voilà. Alors, petit mot sur UCLA. Alors bien sûr, l'attention principale, c'est quand même du côté du quarterback. Dorian Thompson-Robinson, DTR pour les intimes, qui a quand même tout ce qu'il faut au niveau du talent pour réussir. Maintenant, il faut voir s'il arrive à enlever un petit peu ses brain farts. C'est des joueurs hyper excitants, mais de temps en temps, c'est un petit peu plus compliqué. Il est senior, si je dis pas de bêtises, notre ami DTR. Ouais. Voilà, donc là, c'est un peu sa dernière chance de briller et d'amener UCLA au sommet, sachant que Chip Kelly, l'entraîneur en chef et ancien maître des Ducks de l'Oregon, est un petit peu sous pression, commence à être un petit peu sous pression parce que les résultats sont pas tout à fait là. Comment vous les sentez, vous, les Bruins du UCLA ce soir, ou même dans la saison? Mic on. Mic off. Excuse-moi Gus, mais encore une fois, belle équipe de Pac-12 qui a profité du fait que la Pac-12 soit un petit peu plus faible en ce moment pour être vers le haut des classements. Après, ce soir ils vont gagner, il n'y a pas de souci. Je m'attends quand même, parce que Hawaï, c'est quand même une équipe très fière, assez rugueuse. Beaucoup de mecs Ils ont ramené beaucoup sur le portail des transferts aussi, notamment de Stanford, des Utah, des Polynésiens qui jouent là-bas. Donc c'est une équipe aussi expérimentée. Ouais, voilà, tu vois des mecs qui sont prêts à jouer et qui jouent avec beaucoup de cœur. Ça, c'est assez important aussi, je trouve, pour le programme d'Hawaï. Donc ils vont à Los Angeles. C'est un peu aussi cette connexion entre l'île et la Californie. Et cette connexion qui crée quelques rivalités dans la tête, quoi. Donc, je pense qu'en face, ils vont se retrouver face à une équipe d'Hawaï qui va jouer à fond. Et c'est là où on va voir si UCLA, ils vont gagner. Mais si UCLA perd pas un peu pied par moment, si Dorian Thompson-Robinson tient la barre à 100% durant tout le match, et ça va être intéressant. Je pense que c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Et ce match-là, il va avoir aussi un intérêt pour les Bruins. Ça va être quand même une répétition générale avant le super choc de la semaine dernière contre LSU. Ce match-là aussi, pareil, la Week 1 est remplie d'affiches hyper excitantes et celle-là en fait partie. Donc voilà, ça va permettre d'avoir un adversaire d'un calibre moindre pour se chauffer tranquillement avant le gros choc contre LSU. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y aura pas de souci pour les Bruins. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai qu'il y a mine de rien. Oui, vas-y, Gus, pardon. Votre prono? Le prono, victoire et même le spread covered par nos amis des Bruins de UCLA. Victoire. Moi aussi, plus 15. Plus 14. Plus 10. Ouais, soyons fous. Plus 10, plus 15. Non, plus 15, t'as raison. Voilà pour le deuxième gros match. Très rapidement, on va passer pour les deux derniers matchs de la soirée. Alors ceux-là, ils seront beaucoup plus tard. Il y a UTEP New Mexico State à partir de 3h30 et l'équipe de FCS Southern Utah qui se déplace du côté de San Jose State. Une des équipes qui va être très intéressante à voir jouer. San Jose State qui, pareil, a un déplacement hyper intéressant à USC la semaine prochaine. On aura le temps d'en rediscuter. Ça ne fait pas encore partie des matchs complètement dingues qu'il y aura à suivre à partir de l'année prochaine. De la semaine prochaine, pardon. Voilà. On va passer alors très rapidement parce que mine de rien, la prochaine émission, c'est samedi prochain. Vous savez que la Week 1 du college football, ça commence à partir du jeudi soir du labor des week-ends. Donc il y a des matchs jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir et lundi soir. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps de parler
l'émission aura lieu samedi prochain, donc on n'aura pas le temps de parler des matchs du jeudi soir et du vendredi soir. Ouf, je vais y arriver. Donc on va en profiter pour en discuter très rapidement, sachant qu'il y a quand même des jolies affiches directement le jeudi soir, avec notamment un match hyper sympa avec Ohio State, Minnesota, qui devrait déjà nous dire pas mal de choses pour l'une et l'autre des équipes. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation du jeudi soir? Spécialiste de la Big Ten, à toi. Je pense que Minnesota, c'est l'année où on va voir que je pense que ça va mal aller pour Minnesota, pour être tout à fait honnête. Alors, ils ont Mohamed Ibrahim qui est de retour, ils ont Tu es là. quarterback Paul Bernardoni en quarterback. Voilà. Mais ils ont perdu Tyson il y a 2 ans. Ohio State vont se faire plaisir. Je rabaisse pas Minnesota. Hein. Ils sont bien coachés, mais par PJ Flucker, mais non, Ohio State vont se faire plaisir. Non, je sais que c'est pas une analyse approfondie, mais c'est la réalité, quoi, tu vois. Après, la question, c'est est-ce que Minnesota va faire plus que résister? Enfin, va faire plus. Est-ce que Minnesota va résister tout court? Ils ont des joueurs pour résister, hein, notamment ce Diane Maffei et puis ce running back Mohamed Ibrahim qui est incroyablement sous-côté. Après, difficile Ouais, mais- de voir Ohio State. Après, Ohio State, c'est leur premier match. C'est le premier match de C.J. Stroud. Est-ce qu'il va peut-être un petit peu galérer? Peut-être, mais après, bon, ils ont une bonne D-line, tu vois. Je sais, ils savent que la menace, ça va vraiment venir d'Ibrahim, donc ils vont l'identifier, ils vont tout faire pour rester sur lui, tu vois. Il va y avoir toutes ces choses-là, je pense. Non, ils vont se. Ouais, non. Ouais, c'est une confrontation qui est quand même assez agréable parce que c'est de la pure Big Ten, tu vois. C'est vrai que Minnesota, c'est loin d'être Ça la terre sera à des programmes. Minnesota le match. Dans Donc, l'ancien stade des Vikings. Ouais, et puis retour du public, tout ça. Donc ça peut être aussi sympa, il y a tout ça. Mais Ohio State auront largement l'ascendant. Et le match sera 12h sur la Fox. Sur la Fox, sachant que ne jamais sous-estimer la capacité de Ohio State de lâcher un match à l'extérieur en Big Ten. Ils le sont un peu coutumiers du fait sur les dernières années. Donc voilà. Mine de rien, Minnesota, c'est une bonne équipe. Alors effectivement, je pense que du côté des Buckeyes, on va arriver bien motivé et bien préparé pour en week 1. Ça pose pas de souci, mais attention quand même. Donc ce sera à 2h du côté de la Fox. Deuxième match du jeudi, très intéressant, cette fois-ci du côté du Group of Five, avec une confrontation entre la Mountain West et l'American Conference. Boise State qui se déplace à UCF dans un duel de gros noms du Group of Five. Black Meyer contre Dion Gabriel. Dion Gabriel, quarterback gaucher, qui peut lui aussi prétendre à un premier tour de la prochaine round. Donc ceux qui ont envie de voir des prospects, c'en est un bon. Vous savez, les quarterbacks gauchers sont tous hyper impressionnants. UCF a une bonne équipe. Alors après, maintenant, est-ce que ça sera assez pour aller dans le top 25? On ne sait pas encore, mais au moins ils vont affronter une équipe de Boise qui est solide, qui est en fait l'équipe porte-étendard du groupe of five, en fait, ces 10 dernières années. Mais Boise State, qui a un nouveau coach, qui a perdu Brian Arsene, qui est parti à Auburn, et qui a été remplacé par l'ancien coordinateur défensif d'Oregon, Andy Avalos. Donc c'est aussi intéressant de voir de ce côté-là comment Boise State va s'en sortir avec un tout nouveau coach. Tout à fait. C'est le match à La suivre. confrontation de deux nouveaux coachs dans deux programmes qui sont assez Gus Malzahn excitants. et UCF. Gus Malzahn, l'ancien coach d'Auburn, donc qui vient d'arriver chez UCF. C'est la partie tactique aussi de ce match qu'il va falloir regarder, qui va être assez intéressante. Comment ils arrivent à s'adapter en week 1 avec leur équipe et selon les situations qu'il y aura dans le match. Voilà. Donc intéressant à ce niveau-là. Tout à fait. Ce sera le match à 1h diffusé sur ESPN par Jean-Baptiste. Et aussi, il y aura un autre match sur Pac-12 Network. Je crois que le match, que Robin me reconfirme, mais sera en direct sur YouTube. Non, les matchs de la Pac-12 sont en direct gratuitement sur YouTube. Je crois que c'est ça. Entre Weber State et Utah. Utah qui est classé 24e. Alors Weber State, c'est une bonne équipe de FCA. C'est l'ancienne fac de Damian Lillard, voilà, pour la petite anecdote. Et ça va être sympa de voir Utah pour ce premier match, voir comment ils se débrouillent face à une équipe un peu rugueuse. Donc non, c'est cool. Un autre match sympa le jeudi soir, déplacement de East Carolina chez Appalachian State. Ça va être plutôt cool à 1h30 sur ESPNU. Le vendredi, une très grosse affiche. Une affiche quand même pareil qui va être très intéressante. Une affiche 100% ACC. North Carolina qui se déplace du côté de Blacksburg pour affronter les Hokies de Virginia Tech.
C'est à quelle heure ça? Ça, c'est à Minuit. minuit le 3 septembre, vendredi 3 septembre. Ça, c'est cool, ça. Oh putain, il y a ma belle sœur qui sera à la maison. Oh. Ouais, non, sympa comme affiche, sympa. Virginia Tech, Justin Fuente qui a beaucoup approuvé cette année. Virginia Tech qui ont réussi à créer des recrutements qui ont un peu baissé au niveau des recrutements, excusez-moi, et qui ont quelques joueurs intéressants. Après North Carolina, pour moi, ça devrait être une formalité, et c'est là où ils vont devoir prouver aussi dès le départ qu'ils sont une équipe contenders finalement pour aller chercher l'ACC ou pour aller en tout cas en ACC Championship. C'est la week 1, faut pas qu'ils se loupent, donc je pense qu'ils vont mettre le paquet quand même. Et Virginia Tech en face, ça peut être solide, mais... C'est un premier test pour Samuel sous la pression du Lane Stadium de Plattsburgh. Hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce retour du public, on n'en parle pas assez, mais il y a le retour du public qui va être super important, et puis à côté, avec l'entrée de Hunter Sandman, Metallica, tout ça, donc ouais, il y aura ce côté assez grandiose. Et à côté de ça, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, mais Samuel qui se retrouve avec de nouvelles armes, alors de bonnes armes, mais de nouvelles armes, à voir comment, si ça s'adapte vite ou pas. Virginia Tech qui a quand même une défense assez solide. Voilà. Je sais pas vous, il y a pas mal de journalistes aux États-Unis qui disent qu'ils voient une très bonne saison de Virginia Tech. Ouais, je sais pas, on annonce chaque année, c'est J'ai ça, du et mal, je sais pas, Ouais, pareil, je suis comme Baptiste. du mal à y croire. C'est quoi votre prono pour North Carolina et Virginia Tech? North Carolina? ouais, UNC. North Carolina, c'est... Mais dans un match plus serré que ce qui est prévu. Je vais demander, mais non, pas pour Weber State Utah, mais pour Boise State UCF, c'est quoi votre prono? Il est compliqué celui-là. Il est pas simple, je sais. UCF large. Ouais. 15 pour UCF, ouais. Ah, je vois Boise State, moi. Je vois Boise. Alors moi, je vois aussi UCF, mais de peu. Ok. Ok. Alors, Voilà, Pierre. dernier match. Alors, celui-là va être un petit peu moins intéressant. Alors, il y a d'autres matchs, hein, mais on passe très rapidement. Il y a un match plutôt sympa. Pareil, 100% Big Ten. Le déplacement Michigan State à Northwestern. Northwestern qui est une équipe surprise l'année dernière, mais qui risque quand même de rentrer dans le rang cette année. C'est un des problèmes qui. Il a perdu le plus de joueurs de tout le pays. Voilà, c'est Ah, aussi. je veux voir moi comment aussi ils grand que réagissent Northwestern. Hein. Brandon Joseph derrière, on a quand même en quarterback donc l'ancien 5 étoiles Hunter Johnson. On disait que oui c'était un 5 étoiles, faux 5 étoiles, mais qui était comme une comme ça. Il a pris la place de Ryan Milinski. Ouais, qui a réussi à sauter la place de Ryan Nizinski qui arrive en transfert, qui était lui aussi un quarterback haut classé à son époque. Donc je pense que c'est intéressant de voir là comment vont rebondir Northwestern dès la week 1. Encore une fois, les week 1, c'est pas toujours significatif. Mais ouais, j'ai envie de voir. Et Michigan State, c'est pareil. Deuxième année de Mel Tucker, l'ancien coach de Colorado. Avec l'ancien quarterback de Temple, Anthony Rousseau, je sais pas. Qui détient les records de passing yard à Temple. Donc encore une fois, tu vois, c'est des confrontations comme ça qui sont intéressantes et qu'il faut pas le prendre comme un match qui peut être ennuyeux. Au contraire, il faut le prendre comme un match où il y a pas mal de petites choses, de petits détails qui peuvent être cool, quoi. En plus, pour le coup, c'est deux super. Enfin, Pat Fitzgerald, voilà, c'est un des meilleurs coachs. On sait très bien les capacités de Pat Fitzgerald à créer une équipe avec un petit peu moins de talent que l'équipe adverse. Et Mel Tucker, mine de rien, l'année dernière, alors ça a été une première année compliquée, mais il gagne contre Michigan. Donc ça veut dire, mine de rien, que c'est un mec qui est capable de préparer très bien ses joueurs pour un rendez-vous très précis. Là, il a eu 12 mois pour préparer son équipe. Voilà, ça va être un match sympa. Alors, à mon avis, vous attendez pas forcément à du 50-40. Ça reste un match de Big Ten. Mais mine de rien, il y a deux quarterbacks qui savent lancer. Ça pourrait être quand même intéressant. Voilà. Donc, pour finir votre nuit ou commencer votre week-end, ça peut être pas trop mal ce petit Michigan State qui se déplace à Northwestern. Voilà pour les. J'aimerais terminer, Baptiste, excuse-moi si je peux te couper. Pas du tout. Il y a Northern Colorado qui se déplace à Colorado. Alors, si Colorado va gagner, bisous à Étienne, le match sera à 3h du matin. Le quarterback titulaire de Northern Colorado, c'est Dylan McCaffrey, qui était titulaire l'an dernier avec Michigan et qui n'est autre que le fils du coach de Northern Colorado. Hein, c'est un natif de l'État. Voilà pour l'anecdote. Les petits matchs, vous savez, la nuit, quand vous savez pas trop quoi faire, toujours drôle de mettre un match comme ça, c'est folklorique, comme dirait Romain Molina. J'ai pas la bouteille d'eau, mais voilà. Ça marche. Attends, je te la fais.
Moi, j'ai ma gourde. C'est pas tout beau tout rose dans le football, sachez-le. Dans le college football, c'est clair. Voilà pour une petite preview très rapide des matchs de la Week 0 et des matchs intéressants, des premiers matchs intéressants de la Week 1. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Rendez-vous maintenant, donc le premier match à 19h, mais avant 19h, vous pouvez mater une confrontation de high school qui n'est pas piqué des hannetons, puisque c'est San Francisco du Maryland, comme disait Elio tout à l'heure, contre Saint Thomas Aquinas de Floride. C'est en ce moment même, ça doit être sur ESPN. Donc voilà, donc c'est accessible pareil avec le ESPN Pass. Donc voilà, intéressant à voir, il y a quand même pas mal de prospects. Je regarde, j'ai la liste sous les yeux. En français, ils vont tous à Bama, tout ça, tous les gros programmes de SEC qui vont recruter là-bas. C'est que des joueurs Français. prototype. Tu fais 1m, t'as 15 ans, tu fais 1m90, entre 1m90 et 2m, t'es stokos, tu traînes dans les rues de Baltimore, t'as rien à bouffer. Genre, t'es recruté à San Francisco, tu vois. Et genre, voilà, du coup, c'est avec une équipe qui cogne. Voilà. Désolé, bon, au départ, mais Wilfried Penney, il est allé à San Francisco, non? Non, il était avec Jeffrey Mba, en fait, ils étaient passés là-bas, mais bref, je crois que c'était une galère de visa ou machin, ils n'avaient pas pu y rester, mais c'était super bien passé, ouais. Ils avaient dit que le programme lycéen était fou, quoi, c'était incroyable. Voilà, gardez un œil sur Derrick Moore, le defensive end du côté de San Francisco, qui est commit chez OU. J'en ai marre de parler d'Oklahoma, c'est terrible, ma vie est nulle. Voilà. J'espère que cette première émission vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est bien marré. Ah, c'est cool. C'était cool. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on doit améliorer, hein. Niveau son, visuel ou comment on doit articuler tout. On prend toutes les remarques critiques. Merci en tout cas, vous étiez plus de 20 tout au long, on est monté je crois à 28 ou 29, c'était vraiment sympa, et puis surtout on est heureux, le collège football est de retour, et rien que ça nous met en transe, une saison plus normale. Voilà, donc profitez, sortez votre bière, posez-vous devant le match du 19h, profitez à fond, le collège football est de retour, et on en a pour au moins 4 mois, et ça fait plaisir. Et la semaine prochaine, premier épisode, review du week-end. Premier podcast, review du week-end de l'année 2021. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous le sort en début de semaine et voilà, on se voit tous. Et on vous fait des bisous à tous ceux qu'on sub, soit par Prime, soit pas par Prime. Voilà, on fait des. Merci, c'est vrai. Merci énormément. Mojo et Paco qui ont sub, merci les gars. Hein. Ouais, franchement, merci, c'est vraiment super cool de votre part. De ce que ça représente et ça va nous servir à améliorer le podcast. Hein, que ce soit merci Mojo et Isri pour le sub. Voilà. Merci à tous. Allez, des bisous et puis profitez bien de notre premier samedi de college football. En tout cas, nous on sait qu'on va le faire. Des bisous à tous. À la semaine prochaine. Salut.